attendez, moi je ne suis pas partisan de ce conspiratisme politique qui consiste, quand c'est bien, de dire c'est le président Biya qui est l'auteur de ce qui est bien. Quand ça ne va pas, on dit c'est son entourage. Non, vous ne pouvez pas prendre votre militant au cadre de votre parti et aller mettre là où on prendra les décisions de qui est élu et où n'est pas élu. En 2018, la contestation électorale a failli faire basculer le pays dans un cercle de violence. Et ça, on fait comme si rien ne s'était passé. 7 ans après, on veut reconduire les mêmes dispositions en aggravant, en prenant des décisions aggravantes. Parce que la nomination de cette dame est un fait aggravant. Le candidat du RDPC, qu'il soit le président Biya ou qui que ce soit, ne pourra pas arriver même en 5e position. Sur la base de quoi? Bonjour chers camarades, j'espère que vous allez bien. Les masques sont en train de tomber. Camarades, écoutez la magie dans cette vidéo. Écoutez attentivement ce qui va se passer dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et laissez-moi vous dire avec certitude que cette année ne sera pas comme les années précédentes. Parce que c'est la dernière. Ils partiront cette année. Camarades, regarde cette vidéo et dis-moi ce que tu penses après. Honorable Koupit, est-ce que vous pensez que c'est calme dans le RDPC au vu de tout ce que l'on vit depuis quelques jours? Non, vous savez, la logique de tout va mieux dans le meilleur du monde possible qui rentre dans le discours habituel de nos compatriotes militants de cet appareil qui est tout sauf un parti politique. Le RDPC? Oui. Le RDPC n'est pas vraiment un parti politique au sens étymologique du terme, au regard de son fonctionnement, au regard de l'attitude de ses militants. Nous ne sommes pas là pour les aider à mieux se comporter. Nous souhaitons davantage qu'il y ait qui est du grabuge, qui est de ça et qui continue à minimiser. Ça nous permettra d'avancer. Parce que voilà un parti qui se dit le plus grand, ceci, cela, qui a tenu son dernier congrès en 2011 et qui, dans les statuts, disent que le mandat c'est 5 ans. Chaque 5 ans, on doit tenir le congrès et renouveler les organes dirigeants. Les organes dirigeants, oui. Donc, on devrait les renouveler en 2016. On n'a pas fait. On nous brandit l'article 18. L'article 18 qui donne la possibilité au président national de proroger ou d'abroger le mandat selon les circonstances ne devrait pas être donc au-dessus ne devait pas lui donner le pouvoir de modifier les statuts. Vous comprenez? Parce qu'en faisant donc la prorogation dépasse la durée ordinaire du mandat, le président s'inscrit et s'installe maintenant dans l'irrégularité. Il peut spéculer dans l'intervalle de la durée statutaire du mandat qui est de 5 ans. Donc ça voudrait dire qu'entre 2016 et 2021, par exemple, il pouvait spéculer. Mais à partir de 2021, il n'a plus le pouvoir. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il proroge le mandat pour une durée plus longue que la durée statutaire. Et donc, on est dans le vrai. Il est dans le vrai. Il est véritable. Il a véritablement raison. Et ce qui nous étonne, c'est que le Cameroun souffre de ce mal. Voyez-vous, toutes les nations au monde qui ont pu se développer, et quand je parle de développement, ce n'est pas le développement politicien, c'est le développement qui promeut et entraîne le bien-être des citoyens, se sont servis de leur intelligentsia pour éclairer les décideurs, pour les amener à lire dans les situations complexes et prendre les bonnes décisions qui permettent au pays d'avancer. Mais seulement au Cameroun, le renouveau a caporalisé notre intelligentsia et les a transformés en intellectuels organiques qui font... Je n'étais pas tout à l'heure. Ils les ont transformés en intellectuels organiques qui sont là pour se servir de leur intelligence. Qu'est-ce qu'un intellectuel organique? Un intellectuel organique, c'est celui-là qui sert de son intelligence pour justifier des choses qui sont visibles par tout le monde et veulent faire comprendre aux gens que ce qui est noir et blanc, alors que tout le monde voit que c'est noir. Vous devez servir le Cameroun et non servir véritablement un pouvoir parce que vous êtes militant de ce pouvoir. Monsieur Aboya, je te connais, quand tu n'étais pas encore promu, dans l'appareil, tu n'avais pas ça. Aujourd'hui que tu es promu, tu as changé de langage, tu deviens tout un autre... C'est la bataille, c'est pas normal. Intellectuel organique. Mais que le jurisme nous démontre que les dispositions exceptionnelles qui permettent de gérer des situations, des cas de force majeure. C'est-à-dire, il peut arriver un cas de force majeure qui empêche le parti de tenir son congrès ou bien d'attendre le terme normal du congrès qui donne le pouvoir à leur président national d'abroger ou d'abroger, lui donne la possibilité de faire que cette prorogation dépasse la durée normale originaire. D'accord, et donc ce militant a raison et les militants normaux devraient être exigeants parce qu'un parti politique, ce n'est pas la propriété de son président, c'est la propriété des militants. Et vous avez à côté de ça, vous avez longtemps gardé la parole sur ce sujet, à côté de ça, vous avez donc l'interdiction d'un meeting RDPC par le secrétaire national à la communication je ne sais pas, parce que est-ce que le parti, est-ce que c'est quand il fait la correspondance qu'il a adressée à l'initiateur de cet événement de l'Extrême Nord, qui est par ailleurs directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, il n'a pas dit qu'il était en train de transmettre la décision prise par le secrétaire général, par exemple. Il est secrétaire national à la communication, mais est-ce que le secrétaire national à la communication a donc le pouvoir
d'interdire ou bien d'autoriser l'organisation d'une activité politique. Ça va dans tous les sens. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, au regard du fonctionnement réel de ce parti, on peut dire qu'il est tout, sauf un parti politique. Parce que c'est chacun qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et on justifie, au vu que chacun veut démontrer que c'est lui qui est le véritable, fidèle et grand soutien du grand Manitou, qui est immortel, le chef de ce parti. Un peu exagéré quand même, de dire... On est obligé de parler du RDPC, parce que c'est le RDPC qui dirige le Cameroun, qui est au pouvoir. Et ses errements, ses erreurs, ses fautes implique la vie quotidienne des Camerounais. Et c'est pour ça que nous en parlons. Il a vanté tout à l'heure le caractère d'un parti hyper démocratique. Mais regardez comment la démocratie fonctionne là-bas. Vous allez à la base, on élit les responsables politiques. Jusqu'au président de section, ils sont élus, entre guillemets. Et finalement, on vient nommer les gens qui sont, on les appelle chefs de délégation permanente du comité central. Et ils viennent commander les élus. C'est ça que vous appelez démocratie, professeur. C'est-à-dire que vous nommez quelqu'un qui vient maintenant se placer au-dessus de l'élu. Où est la légitimité chez vous? Où est-ce que vous placez, où est-ce que vous placez la légitimité, la volonté du peuple? Ce qu'on reproche au président Biya, ce n'est pas l'absence du légalisme, mais je parle bien du légalisme, parce qu'on se réfère aux dispositions de l'article 51 de la Constitution, bien rappelé ici par le professeur. Ce qu'on peut reprocher, ce qu'on doit reprocher au président, c'est l'absence de l'élégance politique et d'objectivité dans son comportement en tant que chef d'État. En quoi? Le Conseil constitutionnel est le juge électoral au Cameroun, juge suprême, parce que ces décisions ne peuvent pas faire objet de recours. Attendez, moi je ne suis pas partisan de ce conspiratisme politique qui consiste, quand c'est bien, de dire c'est le président Biya qui est l'auteur de ce qui est bien, quand ça ne va pas, on dit c'est son entourage. Non, c'est pas responsable. Donc je voudrais démontrer ici. Le président Bézigui a rappelé l'origine de la Constitution de 1996. Ce sont des conclusions fondamentales de la tripartite du 13 novembre 1991 qui ont été reprises par un comité constituant, même si on a biaisé pour beaucoup. Et on était parti de la tripartite avec l'idée de création d'une cour constitutionnelle. On nous a servi le Conseil constitutionnel, mais le Conseil constitutionnel, dans la Constitution originelle du 18 janvier 1996, voudrait que le juge constitutionnel soit parmi les personnalités de réputation politique neutre et ayant le mandat le plus long et rigide de la République. Le mandat de membre du Conseil constitutionnel était de 9 ans, non renouvelable, pour permettre à ce qu'il ne soit pas influençable par le chef de l'exécutif. Et le président Biya, ne voulant pas se mettre dans cette logique d'impossibilité de manipulation, a fait modifier la Constitution en février 2008 pour ramener ce mandat à 6 ans. À 6 ans, oui. Donc inférieur à son mandat, et non seulement à 6 ans, mais éventuellement renouvelable. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes membre du Conseil constitutionnel, si vous n'agissez pas selon les directions qu'ils vous auront données, vous êtes sûr qu'il ne peut pas vous renouveler votre mandat. S'agissant maintenant du choix de notre compatriote Mme Pauline Ndongo, personne ne peut discuter. C'est une dame, elle est ingénieure, elle a occupé des fonctions administratives. Je pense qu'elle était secrétaire générale d'un ministère, puis elle a exercé 2 mandats élus. Elle était sénatrice, pas nommée, mais élue. 2013, 2018, 2023. Donc sur le plan politique, elle est une dame qu'on ne peut rien reprocher. Elle est sur le plan professionnel, elle a le profil. Mais c'est une dame qui est élue au comité central, membre titulaire du comité central en 2011. Et donc elle y reste jusqu'ici, puisque c'est ce comité que le professeur vantait tout à l'heure que l'article 18 de leur statut a permis de proroger. Donc elle est membre titulaire du comité central. Comment quelqu'un qui... Elle est où était? Je souhaite que vous me disiez les incompatibilités que vous dénoncez au niveau de la nomination de Mme Ndongo. L'incompatibilité au regard de la Constitution, au regard de la loi n'existe pas, puisque la loi a expressément ignoré l'impartialité politique. La Constitution l'a ignoré, la loi l'a ignoré également. Maintenant, je parle de l'élégance politique qui voudrait quand même que quand on gère le pays, on démontre qu'on est chef de l'État, même si on est président d'un parti politique, qu'on gère au nom de l'État et non au nom de son parti. Vous ne pouvez pas prendre votre militant au cadre de votre parti et aller mettre là où on prendra les décisions de qui est élu et où n'est pas élu. Cette dame aura-t-elle la capacité, la possibilité de dire que le président Biya a échoué en octobre prochain? Elle ne peut pas. Elle est membre du comité central depuis 2011. Elle est membre du comité central jusqu'à l'heure. Elle prêtera serment étant membre du comité central, monsieur. Donc ce n'est pas possible. C'est comme si, parce que les Camerounais aiment le football, hein, c'est comme si les Lions indomptables devraient jouer par exemple avec la France, et le juge central est français, et les juges de tous sont français, le commissaire de match est français, et on demande aux Camerounais d'accepter le résultat final. Moi je crois que le chef de l'État démontre là qu'il n'a pas de souci pour le Cameroun. Il n'a de souci que pour le maintien de son fauteuil. Et ça, c'est risqué. Parce que le Cameroun fut un îlot de la paix. Quand il prend le pouvoir en 1982, le Cameroun n'avait pas la situation que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'on ne peut plus dire que le Cameroun vit la paix. Le nozo est là. Et aujourd'hui, il fait comme s'il ne voit pas le risque venir. En 2018, la contestation électorale a failli faire basculer le pays dans un cercle de violence. Et ça, on fait comme si rien ne s'était passé.
7 ans après, on veut reconduire les mêmes dispositions en aggravant, en prenant des décisions aggravantes. Parce que la nomination de cette dame est un fait aggravant, qui s'ajoute au fait qu'on ne veut pas changer un seul iota sur le code électoral, sachant que les règles électorales sont contestées et plus que jamais contestées par l'entièreté des acteurs politiques et de la société civile et même des amis du Cameroun. Donc ça nous prédispose déjà à un scrutin présidentiel en octobre conflictogène et un chef de l'État qui est soucieux de l'intérêt du pays et non de l'intérêt de sa famille politique devrait intégrer cela dans l'ordre des priorités et faire ce qu'on doit faire, plutôt que d'aller dans des décisions qui auront des effets aggravants. Le Conseil constitutionnel est quand même dans ses fonctions constitutionnelles, c'est une juridiction. Hein. Vous avez une dame, elle est ingénieure agronome. Qu'est-ce qu'elle comprend du droit? Si ce n'est pas pour des objectifs politiciens, c'est-à-dire que sa présence au sein de ce conseil a un objectif de politique politicien. Et c'est très important que les Camerounais écoutent ça. Parce que quand les gens viennent dire ici, oui, regardez la logique dans le processus des résultats électoraux au Cameroun. Quand vous entrez dans l'élection des communes, les résultats sont proclamés par la commission communale. Mais lorsque vous rentrez maintenant dans des élections qui relèvent de la compétence du Conseil constitutionnel, la circonscription électorale pour les députés est le département. Mais il y a une commission départementale à qui on refuse même de donner des tendances. Au niveau régional, il y a une commission électorale régionale à qui on refuse de donner les tendances. Ce qui veut dire que les résultats qui sortiront des 360 départements, communes, de 58 départements, de 10 régions, vont être conspirés au niveau du Conseil constitutionnel. Et vous avez un logiciel que personne ne peut plus contrôler parce que normalement, si on avait respecté la logique que chaque commission puisse donner ne serait-ce que les tendances, on peut quand même contrôler que les tendances qui sont transférées au Conseil constitutionnel reflètent ce qui correspondent avec la base, c'est ça, oui, le Parlement. Est-ce que vous pensez que le gouvernement actuel est capable de permettre de favoriser une élection, une réélection de Paul Biya ou du RDPC? Si on organise une élection juste, transparente et véritablement objective au Cameroun, le candidat du RDPC, qu'il soit le président Biya ou qui que ce soit, ne pourra pas arriver même en 5e position. Sur la base de quoi? Sur la base de la situation dans laquelle la gouvernance du renouveau a conduit le pays. 2018 à ce jour, est-ce qu'on peut dire que l'État, la situation de vie quotidienne des Camerounais entre 2018 et 2025 s'est améliorée? Je ne pense pas. Au contraire, il y a une dégradation. Le secteur économique, social, sur le plan économique, quand vous regardez le niveau de la vie chère entre 2018 et 2025, vous allez trouver que ça s'est aggravé. À défaut de condamner les décisions, les politiques pacotilles que le ministre de l'économie avait prises en répondant à cette demande de lutter contre la vie chère, parce que lui, il allait créer la miracle, qui bien maintenant s'intéresse de marchés purifiés partout, il dit c'est ça, mais il a aggravé ça, il est devenu même agent commercial d'un producteur de riz pakistanais de mauvaise qualité. On l'a vu balader partout pour vendre ce riz, disant que c'était moindre prix. Il a même politisé ça à un moment donné, il demandait au président de section de mobiliser les militants pour venir prendre le riz à bon prix, le riz de mauvaise qualité. Donc vous voyez que entre 2018 et 2025, la situation économique du Cameroun s'est aggravée davantage. La situation s'est aggravée, l'inflation est devenue plus que jamais galopante et les conditions de vie deviennent de plus en plus dures. Quand vous prenez le domaine du transport, vous voyez le comportement que nous vivons là. Les accidents sur route, les Camerounais, le nombre de Camerounais qui meurent suite aux accidents de route, soit parce que les routes sont mal entretenues, soit parce que le comportement individuel n'est pas décent, alors que les gens sont supposés véritablement réguler ça. C'est multiplié au centre le Cameroun. Donc je crois, la crise du Nozo, on l'avait, mais aujourd'hui, on l'a toujours. Donc on n'a pas une avancée qu'on puisse se mettre dans la gibecière de cette gouvernance. Dans le bilan du gouvernement. Le bilan est véritablement sombre. Et le bilan sombre devrait les amener tout simplement à se remettre en cause et démontrer aux Camerounais que cette situation dans laquelle ils ont plongé le pays n'est pas le résultat de leur volonté. Parce que c'est tout simplement parce qu'ils auront tout essayé pour que ça soit mieux, mais ils n'auront pas pu. On peut reconnaître peut-être la construction de quelques kilomètres de route qu'on a bitumé ici, là, mais ça ne ressemble à rien. C'est rien par rapport à l'attente des Camerounais. Faites le bilan, faites les investigations dans tout le domaine. Vous faites la comparaison. Entre 2018 et 2025, a-t-on avancé ou reculé? Vous allez voir que c'est de la reculade partout. Et c'est de la dégradation partout. Le nombre de Camerounais qui sont au chômage se multiplie. Ils sont aujourd'hui incapables de publier le véritable taux de chômage. Parce que c'est devenu évident, flagrant. Et des comportements publics des membres du gouvernement, vous avez évoqué tout à l'heure ce que je disais à l'Assemblée. Quand vous lisez la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, d'abord à partir de la Constitution, le Parlement
légifère et contrôle l'action du gouvernement. Et le contrôle de l'action du gouvernement se fait soit par voie des questions orales aux membres du gouvernement, aux questions écrites, ou par voie de commissions d'enquête parlementaire. Les enquêtes parlementaires, ils ont véritablement scellé ça. Parce qu'il y a eu des événements qui méritaient que le Parlement se mette en mouvement dans le cadre de ces enquêtes. On ne l'a pas vu, parce que l'exécutif nous tient. Bon, maintenant les questions orales. L'exécutif nous tient. Oui, le règlement intérieur dit que la question, quand nous sommes en session, chaque semaine, parce que la session ne doit pas durer plus de 30 jours. Chaque semaine, on doit avoir une plénière consacrée aux questions orales des parlementaires, aux membres du gouvernement. Et quand la question est envoyée, le ministre a 3 jours pour venir pour déférer, pour venir répondre. Bon, il y a des ministres, vous envoyez la question et ils ne viennent pas. Et c'est normal, c'était un État qui a dit qu'il est venu faire la rigueur. La rigueur, c'est l'obligation de tous à respecter la loi. Mais vous voyez que le respect de la loi n'est pas leur dada, à commencer par leur chef. D'accord. Et donc il y a ce problème. Du coup, pour 2025, lorsque vous faites la compilation de tout ça... Quand je fais cette compilation, M. Boni, je veux dire que les citoyens camerounais, la jeunesse camerounaise, qui subit le sort que le pays, le renouveau leur impose, aujourd'hui, il est professeur d'université, il sait dans quelles conditions il avait fréquenté, il avait la bourse, il avait la nourriture au restaurant, l'école était gratuite là-bas, on enseignait. Et bien aujourd'hui, les enfants que lui enseigne n'ont pas de bourse, ils payent la pension à l'université, ils n'ont pas de restaurant universitaire, ils n'ont presque rien de l'État, et même pour y accéder, moi j'étais à Soir, je suis la première promotion de l'université de Yaoundé 2. Vous savez dans quelles conditions on a créé cette université? C'était parce qu'on disait que les étudiants étant entrés dans la grève de revendiquer le retour au multipartisme et l'organisation de la conférence nationale souveraine dont le président Bézing y parlait, et on a pensé que c'était la grande faculté de droit, et de sciences économiques qui portait cette grève-là. On a dit non, mais ces gens-là, il faut les envoyer ailleurs. On a décidé de nous envoyer constituer l'université de Yaoundé 2 à Soir, où on n'avait construit aucun bâtiment, c'était l'ENIET. Et donc pour pouvoir arriver à avoir la chance, quand vous avez cours à 8 heures, d'avoir la place debout à l'intérieur, il fallait sortir de chez toi à 6 heures. Quand tu es arrivé à 7 heures, tu vas rester dans la cour pour écouter à travers le micro ce que le professeur est en train de dire dedans. C'est cette qualité d'école que le renouveau promet aujourd'hui. Donc moi je pense que objectivement, les Camerounais doivent s'apprêter à sanctionner ça. Que le candidat du RDPC, qu'il soit le président Biya ou quelqu'un d'autre, véritablement ne trouve pas à avoir, il n'aurait pas de raison d'avoir même 3% de mais vous dites 5e à l'heure. Oui, s'il y a 5 candidats, s'il y a 5 candidats qui soient 5e, c'est tout. D'accord. Majesté Bédigui. Si vous voulez l'impopularité du gouvernement actuel, selon vous, pour donc battre le RDPC à notre ordre? Je pense que son tombe dans son propre piège tout à l'heure, parce que Jean Delta, tout à l'heure, lui et moi étions d'accord sur une chose. Il ne faut pas se cantonner au juridisme. Il ne faut pas se cantonner à l'idéalisme et tout ça. Maintenant, on lui pose la question précise, il veut rentrer, nous amener dans l'analyse des réalités comportementales comme si ce comportement était figé. C'est-à-dire qu'il s'agit du comportement des êtres humains. Et un être humain est un être changeable. Nous, on pense que les plateaux de télévision comme Club d'élite sont des opportunités à la fois de sensibilisation et de la masse pour faire comprendre aux gens qu'en politique et dans une démocratie, le vote doit être conséquent à la réalisation d'un état de service qui aurait contribué à l'amélioration des conditions de vie des gens. À un bilan. C'est ça. Donc si c'est le contraire, on doit sanctionner. Parce que l'exercice de la souveraineté par le peuple n'a de sens que si ça lui permet de sanctionner positivement quand c'est bien et négativement quand c'est mauvais. Donc, avant de rentrer sur ce tableau, parce que nous analysions le bilan et tout, je voudrais dire, le président Béziki l'a dit, l'opposition travaille et la question de stratégie pour capitaliser les faiblesses de notre adversaire commun en face ne va pas être déclinée sur le plateau de télévision. Mais sachez simplement qu'on travaille. Et j'ai dit à un moment donné que on ne va pas tomber dans le piège de faire croire aux électeurs camerounais que l'absence, par exemple, de ce que le pouvoir appelle tout le temps candidat unique, est le justificatif de ce qu'ils doivent faire pour gagner l'élection. On va travailler pour un consensus, mais nous connaissons quand même que le pouvoir, en même moment qu'il appelle la candidature unique comme l'opposition qui est incapable de s'organiser pour faire face au pouvoir, travaille également pour que l'opposition ne puisse pas atteindre cet idéal-là. L'opposition, on est conscient. Et on intègre tous ces paramètres. Le moment venu, vous serez informés de ce qui se fait et de ce qui sera fait pour que cette opportunité, cette faiblesse grave du pouvoir soit capitalisée en faveur de la victoire de l'opposition. Maintenant, rentrons dans cet exercice de bilan. Mais les téléspectateurs qui nous ont suivis ont compris que le plénipotentiaire, le communicant du RDPC, qui a voulu nous corriger, rentrant dans sa posture d'enseignant oubliant qu'il n'est pas à l'envie et en face de ses étudiants, les téléspectateurs peuvent apprécier ses argumentaires.
Il a dit tout, sauf parler d'un bilan, un seul élément. Il nous a baladé dans le discours, allant prendre même les mots dans le discours de 2006, les projets de 2006. Et pourtant, vous m'avez dit non, on voulait parler de 2018 à 2025. Il n'a rien fait. Mais je voulais, professeur, si tu as perdu, si tu es devenu subitement amnésique, te rappeler que le projet de société du candidat de votre parti a été résumé dans son discours de serment. Et il a promis, je ne vais pas rentrer dans tout, ayant parlé de restructuration au niveau de l'économie et de réforme politique, tout le monde peut voir entre 2018 et aujourd'hui quelle est la réforme politique qui est faite au Cameroun. Il n'en a pas. Mais il a dit, par ailleurs, nous allons réaliser une véritable révolution agricole en modernisant nos moyens de production et en transformant l'essentiel de nos produits agricoles. Cela devrait aller de pair avec la mise à disposition de nouveaux équipements, magasins de stockage et des routes d'accès. Ainsi pourrait se conforter notre statut de grenier de l'Afrique centrale. Une économie moderne ne saurait se concevoir sans l'existence d'un secteur industriel performant. Nous disposons d'un plan directeur d'industrialisation qui définit les contours et les contenus d'un projet d'envergure dans ce domaine. Sa réalisation sera une des tâches prioritaires du septennat. Je vais m'arrêter là. Je ne veux pas aller dans les promesses qu'il a faites dans le domaine de l'électrification, où il a dit cette ambition ne pourra se réaliser que si l'énergie est disponible à la fois pour les besoins industriels et pour les besoins des ménages. Donc, quand vous rentrez dans ce qu'il a dit, professeur, dites-nous, où est la révolution agricole? J'ai parlé tout à l'heure du cas d'un ministre qui s'est subitement transformé en agent commercial au profit de la distribution de produits du riz pakistanais. Le Cameroun est un producteur et a le grand potentiel de production du riz. Qu'un gouvernement ignore cela et parte s'installer. J'ai donné son avant nous élucider tout à l'heure parce qu'il a parlé également de combattre le caractère extraverti de notre économie en décourageant les importations au profit de l'importation. On peut voir si entre 2018 et 2025, l'importation a eu une courbe descendante ou ascendante. Tout le monde sait que la courbe est plus que exponentielle en termes de croissance et que les exportations baissent de manière grave. La balance commerciale en subit, dont le déficit s'aggrave au jour le jour. Qu'est-ce que vous avez fait en termes de cette promesse présidentielle de révolution agricole? Au moment où on va trouver du riz pour venir nourrir, du riz pakistanais pour venir nourrir les Camerounais et de très mauvaise qualité. Vous avez vous-même, professeur, toi-même, tu as parlé du maïs. Franchement, l'exercice 2023 et 2024, l'exercice 2023 et 2024, nous avons à l'Assemblée voté des budgets qui permettaient au projet maïs d'avoir non seulement des ressources financières, mais également des moyens de pouvoir, logistique, de pouvoir se déployer. Et ce projet, dans sa gestion entre 2023 et 2024, rassurez-vous, je suis parmi les députés qui n'ont pas bénéficié de ça, mais on a impliqué des députés dans la distribution de la semence du maïs. Et vous avez vu que l'impact de ça a fait en sorte que la production du maïs sur le plan local ait eu un accroissement important. Mais en 2025, vous avez observé que ça a peut-être contribué à l'amélioration des choses, puisque le maïs se cultive dans toutes les 10 régions, dans toutes les 360 communes. Vous êtes allé maintenant enlever la dotation budgétaire du projet maïs. Et quand je regarde son coordonnateur, qui n'a même pas un véhicule, qui n'a rien, le peu de budget qu'on a entre 2023 et 2024, on a enlevé. Donc ça veut dire que pour vous, il faut stopper cette tendance à l'encouragement de la production locale et maintenir le pays dans le statut d'importateur du maïs, alors que nous avons le potentiel. D'accord, nous avons. Donc, moi, je crois que le bilan du renouveau pour ce septennat, qui avait été qualifié de septennat de grandes opportunités, puisqu'ils se sont habitués à nous vendre du vent. Ils ont commencé par un septennat de grandes ambitions, septennat de grande réalisation, maintenant septennat de grandes opportunités. Et dans son discours de serment, nous on croyait que quand il parlait de grandes opportunités, il allait créer les opportunités. Mais il a dit nous allons saisir les opportunités en termes que nous offre la conjoncture mondiale. Comment vous pouvez engager toute une nation dans un projet dont vous n'êtes pas maître en termes de maîtrise? Vous dites grandes ambitions, grandes opportunités en comptant sur les opportunités que la conjoncture mondiale va vous offrir. Donc vous comprenez que ce sont des gens qui ont véritablement perdu le cap et sur lesquels on ne peut plus compter. Parce que donner encore 7 ans au renouveau dans ce pays, c'est choisir tout simplement la voie du suicide pour cette nation. On a atteint le pic.
On atteint la ligne rouge, l'insupportable pour un être rationnel. Et nous pensons que les électeurs camerounais en 2025 doivent être des électeurs rationnels. Un électeur rationnel, c'est quelqu'un qui choisit en connaissance de cause par rapport à la situation qu'on vit et les causes de cette situation. Tout le monde crie, tout le monde pleure, dans tout le domaine. Et vous ne pouvez pas pleurer et choisir encore que les gens qui vous ont créé ces genres de situations humainement insupportables, que vous puissiez encore leur donner carton vert pour qu'ils continuent. Excluez professeur Aboya Manasseh dans votre tout le monde, parce que lui ne pleure pas, visiblement. Il pleure, vous pensez que lui là, il pleure. Qu'est-ce qu'il touche en tant que professeur d'université? Même comme on lui a donné le petit poste qu'on lui a donné là. Je pense que nous devons savoir raison garder. J'ai suivi l'analyse. C'est pas interminable. Merci à vous, honorable Koupit. Merci, je vous remercie de m'avoir associé à cette grande messe. Je pense contribuer et je salue mon ami Hamza Mokhtar avec qui on va se déployer. Monsieur Hamza Mokhtar, on va défendre, déstabiliser ce professeur dans le banc. Dans le banc, les deux bancs, où l'UDC monte en force. Je crois que dans les semaines qui suivent, il m'a annoncé à Bangolin, mais c'est un surpris qui va me trouver à Bafia. Camarade, après avoir écouté cette vidéo, dis-moi, est-ce que tu doutes encore de leur départ? Est-ce que tu doutes? Est-ce qu'on doit encore t'apporter des arguments pour que tu puisses comprendre que le choix doit être fait? Camarade, n'oublie surtout pas de faire du bon choix. Donne-moi ton avis en commentaire. J'ai besoin que tu me donnes ton avis. Je veux savoir dans quelle position tu es. Je veux être sûr que tu es dans le même wagon que nous tous. Parce que 2025, c'est 2025. Merci et à très bientôt.